Bien, d'abord, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et donc je vais vous parler ici plutôt de, j'ai beaucoup travaillé en Afrique aussi avant, mais plutôt de mon expérience aux États-Unis et des recherches, comme vous l'avez dit, que j'ai fait dans ce centre iGlobe, hein, qui est entre le CNRS et l'Université d'Arizona. Je vais commencer par vous montrer donc ici quelques images, hein, d'abord, hein, de ce qu'on appelle l'empire hydraulique de l'Ouest des États-Unis. Hein, c'est un terme qui a été donné par Donald Wooster dès son ouvrage de 1985, hein, Rivers of Empire, qui a été repris par un photographe professionnel qui s'appelle Cyril Albrecht, hein, d'où viennent ces très jolies photos, ce n'est pas les miennes, et qui a appelé son projet de photographie Hydraulic Empire aussi, hein, cette question de cet Ouest qui dépend de grands effectivement, barrages, de systèmes de pompage de l'eau, qui connaît ici, hein, quelques images aussi, le urban sprawl nord-américain, enfin états-unien de l'Ouest, ici porté à son paroxysme en plein désert, hein, comme vous le voyez ici. Évidemment, ces périmètres irrigués aussi, hein, la Grande Vallée de Californie, mais aussi l'Imperial Valley ou l'Arizona, hein, avec des cultures auxquelles on ne s'attend pas forcément, hein, comme ici des champs de coton en Arizona, dans une zone hyper aride, hein, on a ce coton donc évidemment irrigué. Et puis cet ouest, effectivement, qui apparaît en crise. Hein, j'ai pris quelques photos illustrant cette crise qui est connue depuis longtemps. Hein. Il y a cet autre ouvrage ici sur lequel je m'appuie en partie, qui s'appelait Cadillac Deserts, American West and Desertary Water, cette eau qui disparaît. Et si vous voyez, c'est 1986, hein, donc ça fait quand même un certain temps qu'on a cette idée de crise qui est également visible. Ici, vous avez une photo tout à fait récente, hein, que j'ai prise l'année dernière de Hoover Dam, donc, qui est le barrage principal auquel dépendent à peu près 30 millions de personnes, hein, parce que c'est l'eau qui va à Los Angeles, on le verra après, en Arizona, etc. Donc, la Californie du Sud dépend de Hoover Dam. Et ce que vous voyez ici, eh bien, c'est ce qu'ils appellent le Bass Spring, c'est-à-dire que la limite ici de l'Hoover Dam était auparavant ici, hein, à la ligne blanche ici, et tout ça, c'est le volume manquant actuellement dans Hoover Dam. Et 80, c'est un haut lieu touristique, hein, ce Hoover Dam qu'on peut visiter, et donc ça rend extrêmement visible, hein, c'est pas juste une affaire d'hydrologue ou de spécialistes de gestion de l'eau, mais la crise et le manque d'eau, la pénurie d'eau dans tout l'Ouest américain est maintenant extrêmement visible. Et ce qui est paradoxal, et c'est un peu ce que je vais voir avec vous pendant cette courte présentation, c'est que bien qu'on sait depuis maintenant longtemps qu'il y a une crise de l'eau, bien que là, elle est visible pour tout le monde, que là, les sécheresses s'aggravent, donc la situation s'aggrave, ben, malgré cela, on a encore des plans de développement industriel, de développement urbain extrêmement répandus en Californie, mais aussi en Arizona. Là, vous voyez des exemples, hein, de planification qui sont extrêmement récents. C'est pour les années, ça c'était 2021, pour les années jusqu'en 2030, où on prévoit, hein, de créer des villes, de créer des industries dans des zones qui manquent complètement. Enfin, on voit que la pénurie d'eau est de plus en plus importante. Et un peu l'idée qu'on a eue avec mon collègue François-Michel Le Tourneau, c'est d'essayer de voir, hein, d'essayer de comprendre ce paradoxe, notamment en utilisant le terme nexus. Alors, pour ceux qui veulent, hein, je vous renvoie après à cet article, hein, qui s'appelle « Quand la Terre dévoile l'eau » dans une revue française, hein, où il y a beaucoup d'articles justement, hein, c'est des numéros spéciaux sur les chercheurs d'eau, donc il y a une soixantaine d'articles, je pense, qui pourra vous intéresser, mais donc celui-là particulièrement, dont je vais tirer cette présentation en vous représentant donc un petit peu le paradoxe, puis de voir comment le nexus permet d'éclairer en tout cas et de résoudre partiellement ce paradoxe. Alors, là, c'est plus un peu, hein, pour une présentation des choses un peu vécues, puisque j'ai vécu donc 2 ans dans l'Arizona, et que finalement, ce qui m'a frappé le plus, c'était que, c'est plus là du vécu, c'était que habiter le désert au quotidien, c'est avant tout l'oublier. Hein. Sur cette image, vous avez une image, une photo récente également que j'ai prise d'un quartier assez chic de Soutzdale, hein, donc en plein désert. Vous avez ces lacs avec ces petits bateaux, ces gazons, ces anniversaires qu'on fait pour les enfants avec dans des pelouses totalement vertes, hein, on se croirait effectivement en France.
et où le désert, finalement, n'est qu'un décor, hein, où effectivement, on a des piscines, etc. Donc, ce n'est qu'un décor, ce n'est un peu qu'un mirage. Ici, vous avez la Tour Eiffel, une mini Tour Eiffel à Las Vegas, hein, mais Las Vegas, c'est un peu la ville dans le désert, construite comme un gigantesque mirage et trompe-l'œil. Et oubliez quoi, finalement? Oubliez qu'on est dans des zones arides et semi-arides, où les précipitations sont inférieures à 400 mm, mais souvent très inférieures, c'est-à-dire qu'on est même dans l'hyperaride. Ici, vous avez le Colorado qui coule en plein milieu d'un désert. Et oubliez surtout que bien, pour tout ça, on dépend d'une technosphère, ou de ce que les Américains appellent le plumbing system, c'est-à-dire un grand système de tuyauterie où le Colorado, hein, donc le fleuve principal, est transformé finalement, hein, si vous voyez ici le pointeur, en robinetterie qui amène l'eau à droite, à gauche. Hein, effectivement, plus rien ne reste pour le Mexique, avec des bassines, hein, ici, les lacs Mead ici, lac Powell ici, qui sont vus comme des grandes bassines qui sont actuellement en train de se vider. Et tout ça va d'un côté à Los Angeles, de l'autre côté à Denver, de l'autre côté à Phoenix, etc. C'est ce plumbing system dont dépendent à peu près 30 millions d'habitants actuellement. Donc, c'est vraiment quelque chose de totalement artificialisé. Mais si on demande, on a fait un peu cette étude aux gens d'où vient votre eau, ils ne savent pas. C'est-à-dire que tout ça est complètement oublié, hein, et limite, on pourrait presque dire caché, pour faire comme si c'était tout naturel d'avoir des piscines en plein désert et que ça ne dépendait pas donc de ce plumbing system. Alors, plumbing system, quelques éléments, le Hoover Dam là, de 1935, hein, qui était l'ouvrage par excellence, hein, qui était fait pour faire fleurir le désert. Hein, donc, on a bien cette conscience. Vous avez des discours exaltés là, de Franklin Roosevelt lors de l'inauguration, hein, c'est-à-dire j'ai été conquis par cette merveille. D'autres barrages ici qui sont aussi en train de se vider. Vous voyez le best to bring ici, c'est Lake Powell, qui est un autre très grand barrage. Et aussi, ce qui est un peu plus oublié, c'est-à-dire une vingtaine de barrages plus petits qui desservent des périmètres irrigués, des canaux, évidemment, comme ici All American Canal, hein, qui dessert la Salton Sea, hein, qui est une zone irriguée où on fait, ça peut paraître paradoxal aussi en plein désert, hein, du foin, qui est lui-même destiné à l'exportation vers les Émirats, en outre, et les pays du Golfe. Évidemment de l'eau pour évidemment avoir vers Los Angeles, San Diego, hein, donc de l'eau qui part du Colorado, vous voyez ici, et qui donc suit par un grand aqueduc sur plusieurs centaines de kilomètres vers Los Angeles. La même chose, hein, qui part ici du Colorado aussi et qui va desservir, hein, Phoenix, et puis également ensuite Tucson, Arizona, hein, donc qui traverse, hein, qui convoie de l'eau là aussi sur 300 km en plein désert, et sans qui, hein, effectivement, tout le développement de l'Ouest, hein, de l'Arizona, mais aussi du sud de la Californie, ne pourrait pas exister. Alors, c'est un territoire, hein, que j'ai appelé un territoire typique et même de l'Anthropocène, hein, puisque, évidemment, l'homme est devenu l'agent majeur ici de modification du territoire. C'est aussi, finalement, un exemple, hein, peut-être typique, hein, du fait du dépassement des limites, hein, avec ce mode de vie qui est entre guillemets exemplaire, mais exemplaire du sens que les gens veulent limiter, mais c'est un mode de vie qui est pas très soutenable. Et puis parce qu'il a atteint aussi, hein, c'est un peu un précurseur, c'est que le développement très rapide fondé sur la maîtrise totale des ressources en eau de l'Ouest américain atteint actuellement ses limites, et c'est ce qu'on va voir, hein, juste après. Alors, dans ce territoire, un point important là aussi, hein, de toute façon un peu en introduction, c'est que on a un partage des eaux qui est extrêmement poussé. Hein, c'est pas uniquement la rivière est complètement artificialisée et également, hein, par le plumbing system, mais également c'est un objet politique, hein, et donc tout a été complètement divisé. Alors, d'un côté, entre le haut bassin, donc vous voyez quelques images ici, hein, de ces montagnes du Colorado et la neige qui tombe sur le Colorado, qui est un peu le bassin producteur d'eau, et puis le bassin inférieur qui est, entre guillemets, consommateur, hein, c'est-à-dire qu'on a ici Vegas, ici Los Angeles, ici les champs de coton dont je vous parlais en Arizona, hein, pour illustrer les principaux consommateurs. Ici, hein, donc, il y a une division nette, hein, et artificielle entre le bassin supérieur qui est à Lee's Ferry, un peu en amont du Grand Canyon, entre le bassin inférieur et le bassin supérieur ici. Donc, un partage qui a été fait il y a un siècle exactement, hein, c'est-à-dire un Colorado Compact en 1922 qui partageait donc le bassin entre
les États supérieurs, hein, ici le Upper Basin, et puis les bassins inférieurs, le Lower, et ensuite donc un partage qui a pris beaucoup de temps cette fois-ci, qui a été très controversé entre la Californie et l'Arizona, la Californie ayant la majeure partie, et puis ensuite un dessin aussi entre les États-Unis et le Mexique. Hein. Donc on a ce partage à différentes échelles. À noter, et c'est un point important, que si vous faites le calcul, à peu près le partage, c'est 16 millions et demi de acre-feet, hein, qui est la mesure américaine. Et seulement, on sait maintenant que la moyenne, c'est à peu près, le bassin peut avoir à peu près une ressource de 13 à 14 millions d'acre-feet. C'est-à-dire qu'il a été totalement suralloué. Il y a une over-allocation, comme disent les Américains, et que donc, par construction, tout le bassin, en fait, est en déficit, on va dire, structurel. Alors, pendant longtemps, on se disait, oui, c'est parce que les hydrologues, en 1922, ont fait des erreurs. En fait, non, il y a des chercheurs, notamment M. Kuhn, hein, qui a travaillé, qui a montré qu'en fait, dès la fin du 19e siècle, on savait qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le bassin du Colorado pour le partage qui avait été prévu. Et donc, ce déficit est connu depuis extrêmement longtemps. Ce partage des eaux, il est fait également entre à l'intérieur des États, c'est-à-dire que chaque État, bon là ça serait un peu long de vous dire, hein, a défini comment il devait partager ses eaux, notamment entre utilisateurs, hein, là ce que vous voyez, c'est des aires municipales, agricoles, les terres indiennes que vous voyez ici, et puis également prendre en compte un peu d'évapotranspiration, et ensuite hein, on peut encore avoir des divisions entre subdivisions de chaque État. Donc c'est quelque chose, hein, c'est un objet juridique extrêmement complexe, hein, ce bassin du Colorado, avec un partage très marqué à différentes échelles, hein, internationales, entre supérieurs et inférieurs, entre les États ensuite, et puis ensuite à l'intérieur même des États. Alors l'idée, c'était de savoir comment on peut comprendre, hein, et c'est-à-dire de savoir un peu comment on peut lire cet État, ce bassin du Colorado donc en crise, et l'idée, c'était de revoir un peu, retravailler cette notion de nexus, et notamment hein, du nexus eau, énergie et alimentation, c'est-à-dire de voir comment hein, les différents utilisateurs sont en interaction et comment ça peut nous expliquer plusieurs choses, hein, notamment le fait que vous avez parlé d'un paradoxe un peu rapidement en introduction. Ben, ce paradoxe, par exemple, on le voit du fait, hein, toujours hein, du fait qu'il y a un manque, une baisse de la ressource et pourtant un développement. Ici, sur ce site hein, qui est accessible à tous, on voit le niveau du Lake Mead, hein, qui, comme je l'ai dit, est la place un peu centrale hein, de tout le système d'adduction d'eau. Ben, on voit, vous voyez, là, vous avez donc là, c'était il y a à peu près un mois, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis. Vous avez les différentes années et vous voyez bien que ça change, hein, que le niveau ici du lac hein, baisse assez régulièrement depuis 5 ans, mais en fait, il baisse quasiment depuis 20 ans. Le dernier remplissage, c'était 1983, donc on en est à 40 ans hein, de baisse, parfois un peu interrompue une année ou deux, mais généralement de baisse assez régulière. Hein, et vous voyez que là, on est encore très en dessous même de l'année 2021. Cette année a été particulièrement dure. Alors, ça, c'est quelque chose qui est pris en compte, hein, c'est-à-dire que les États, notamment, hein, se sont mis d'accord pour faire une baisse raisonnée en fonction, ici, ce que vous avez ici, c'est les niveaux du Lake Mead, hein, donc les mêmes qu'on voit juste ici, et en fonction du niveau du Lake Mead, eh bien, les États, ici, comme l'Arizona, le Nevada ou la Californie, vont réduire, par exemple, ici, de 22% pour l'Arizona, 9% pour le Nevada et 4,5% simplement pour la Californie. Hein, mais donc, ils ont un plan de réduction. Et vous voyez que, si je reviens ici, on est descendu hein, très brièvement. Là, on était à 1044, juste en dessous de 1045. C'est pour ça que je l'ai pris. Et donc, eh bien, la baisse, normalement, l'Arizona perd 22% de ses ressources qu'il a, qui prend du Colorado. Donc, c'est quelque chose hein, de connu et de pris en compte. Et ensuite, hein, l'Arizona aussi a mis en compte en disant, ben, si on perd 22%, qu'est-ce qu'on va réduire? Et donc, là aussi, hein, de répartir la réduction, dans les États en fonction hein, de plusieurs critères, notamment des priorités qui ont été définies au niveau de l'État. Et pourtant, eh bien, là aussi, hein, je reviens un peu plus en détail. Nous, on a fait cette recherche en disant s'il y a une réduction assez importante, hein, 22% d'eau en moins pour l'État qui vient du Colorado, donc c'est beaucoup. Et le Colorado, encore une fois, hein, le canal qui vient du Colorado, qui s'appelle Central Arizona Project, est vraiment essentiel. Sans lui,
une grande partie de développement urbain des villes n'aurait plus un accès à l'eau suffisant, encore pire pour l'agriculture. Et pourtant, donc, on s'est dit, a priori, on va voir des politiques de réduction de la demande assez fortes, et puis un recul de l'agriculture. Bah, on a fait des recherches sur le terrain, on a vu que là, vous voyez, 40 hectares à peu près, hein, les mesures américaines, c'est les acres, 40 hectares pour 1 600 000 $, ce qui n'est pas rien, celle-là, 170 hectares pour 7 millions de dollars, hein, donc c'est des prix extrêmement forts, donc il n'y a pas eu de chute des terrains agricoles. Il y a au contraire, ici, c'est une usine, toujours dans le centre de l'Arizona, une usine de construction de camions électriques qui s'est installée là, et on voit partout donc, ce développement. Donc, on a essayé de voir avec le Nexus pour voir comment, justement, on pouvait voir et analyser cette chose. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière sur le Nexus, donc c'est eau, alimentation, énergie, et l'idée, c'est qu'on peut les présenter, la forme canonique, c'est sous forme d'un triangle, eau, énergie et alimentation ici. Alors, on pourrait se dire, ce n'est pas nouveau, on sait que l'eau sert à l'énergie et à l'alimentation, et donc c'est un peu old water and new bottle. Alors, c'est vrai en partie, mais l'idée, c'est que on fait marcher les trois ensemble, c'est-à-dire, et on voit les relations entre les deux dans les deux sens. Et donc, par exemple, bon, le plus simple, c'est l'eau pour l'eau et l'alimentation, le lien eau et énergie. Et on voit bien que il faut de l'énergie pour amener l'eau, surtout quand on a affaire à des aqueducs où il faut qui vont en contre-pente, donc comme ici du Colorado à Los Angeles. Et évidemment, il peut aussi avoir de l'eau pour produire de l'énergie. Donc ça, c'est le premier point du Nexus. Alors, on a évidemment aussi un lien entre l'eau et l'alimentation. Alors, on peut se dire qu'il faut effectivement, l'agriculture irriguée est fondamentale ici. Petite parenthèse, c'est que dans la région de l'Arizona, elle est extrêmement ancienne, puisqu'elle était pratiquée déjà par les peuples amérindiens au moins depuis un millier d'années. Et donc, en fait, on a repris ici, à peu près dans les mêmes endroits, ces choses ici. Et l'agriculture irriguée dans le désert du Sonora. Et ici, c'est à peu près au même endroit d'ailleurs. Ces deux photos, cette image ici et cette photo ici sont prises à peu près, représentent les mêmes espaces. Eh bien, on a aussi du lien où finalement, l'idée, c'est que l'eau peut être aussi exportée et pour rentrer dans ce qui s'appelle l'eau virtuelle. Et peut être ici, c'est du coton, mais on aurait aussi des produits laitiers, etc. Et qu'en fait, l'eau, une grosse partie, c'est ce qu'on a vu en faisant les recherches du terrain, une grosse partie de la production alimentaire de l'Arizona est renvoyée, d'ailleurs sous forme de lait, dans des pays comme réexportés, et donc vers l'Arabie Saoudite, par exemple, ou les pays du Golfe. Donc, il y a une exportation à cette eau qui est pourtant rare, et ensuite réexportée comme produit d'exportation intégré dans les produits alimentaires. Le dernier, là je vais passer vite, c'est évidemment le lien énergie-alimentation, sachant qu'il faut beaucoup d'énergie pour l'agriculture irriguée moderne, pour l'agriculture, l'agro-industrie moderne, et que, alors là, ce n'est pas tout à fait présent dans la région, mais qu'effectivement, par la biométhanisation, la méthanisation, on peut, à partir de produits agricoles, produire de l'énergie. Donc, c'est vraiment de voir, c'est un peu la nouveauté du Nexus, c'est de voir les relations non plus dans un seul sens, mais dans les deux sens, et aussi de toujours avoir dans l'esprit que les trois problèmes sont réglés. Et là, c'est un article du Guardian, qui est donc un journal international que vous connaissez bien, mais britannique, premièrement, c'est une édition américaine, et qui raconte tout à fait que si on prend en compte le Nexus, si on a une sécheresse ici dans les lacs de barrage, on va avoir moins d'hydroélectricité, et donc ça va avoir évidemment un effet extrêmement important sur la production énergétique. Il va falloir remplacer cette eau par du gaz. Et donc là, ça montre bien l'importance du Nexus avec le lien eau-énergie, et les deux sont extrêmement liés. Et le manque d'eau va avoir évidemment aussi un lien sur le Nexus énergie, eau-alimentation. Donc c'est un peu cette idée. Donc c'est plus que le manque d'eau, c'est tout le Nexus qui est en difficulté. Alors, avec en plus une petite particularité dans l'Ouest américain, c'est que, en tout cas en Arizona, c'est que les développements récents des panneaux solaires, comme vous voyez ici, ou des villes également, au lieu de se faire sur des espaces libres, se font souvent dans des espaces qui étaient auparavant irrigués. Ça, c'était un autre paradoxe qu'on a voulu, le front urbain progresse sur les champs irrigués.
Et c'est pour ça qu'on a proposé également, et ça c'est un point peut-être que je n'ai pas trop le temps de développer ici, mais que je vois, c'est que ce concept de nexus, là où il est intéressant, c'est qu'on peut lui adjoindre d'autres dimensions. Alors, ça, c'est plus tout à fait un triangle, c'est un tétraèdre, mais par exemple, dans l'étude qu'on a fait, et je vous renvoie donc à l'ouvrage, hein, si vous voulez en avoir un peu plus, hein, c'est un peu plus creusé là dans cet article, mais nous, on s'est rendu compte, par exemple, en travaillant dans l'Arizona, que eh bien, pour comprendre comment l'eau, énergie, alimentation fonctionnaient, il fallait rajouter la question du foncier. Et le foncier, hein, c'était un des points extrêmement importants hein, pour comprendre comment tout cela pouvait fonctionner, notamment parce que, plus exactement, ce n'est pas tellement le foncier dans le cas de l'Arizona, mais c'est l'association, les différents statuts entre la terre et l'eau et les différentes façons dont le foncier, donc la possession de la terre agricole et les droits à l'eau étaient liés. C'est extrêmement complexe en Arizona. Il y a des terres qui ont des droits à l'eau, d'autres qui n'en ont pas, des terres qui ont des droits à l'eau plus forts que d'autres. Hein, donc, il y a extrêmement de complexité. Mais finalement, en rajoutant, à partir de cette base du Nexus qui nous a permis déjà de voir pas mal de choses et comprendre pas mal d'évolutions, en rajoutant donc la dimension foncière, on arrivait à comprendre hein, d'abord pourquoi effectivement les développements avaient lieu dans certains endroits et pas dans d'autres. Hein, et ça, c'était lié notamment au droit foncier des terres hein, et du fait que les réserves indiennes, par exemple, les terres publiques de l'État avaient une contrainte très forte sur le type de développement et que le développement pouvait se faire que dans des terres privées. Donc là, c'est vraiment le foncier. Et qu'il y avait un lien extrêmement fort entre le passage du front urbain hein, donc, et puis les terres agricoles, c'est-à-dire qu'il y avait un lien extrêmement fort entre l'eau donc, et le foncier qui expliquait pourquoi finalement, quelles étaient les stratégies et pourquoi il n'y avait pas de recul de l'agriculture, mais simplement un déplacement spatial de l'agriculture suivant le front urbain avec des logiques hein, foncières qui étaient extrêmement complexes aussi, et donc des logiques foncières liées au foncier, donc à la terre et à la production agricole, mais aussi des logiques foncières liées au lien, au droit à l'eau associé à cette terre agricole. Et donc, en faisant marcher hein, donc, en fait, ce tétraèdre que vous voyez ici, hein, donc essentiellement ici eau, énergie et également pour l'alimentation, parce que ça marche aussi avec les panneaux solaires, hein, le développement des panneaux solaires, donc un lien avec l'énergie, on arrivait à comprendre beaucoup mieux la façon hein, dont avançait donc, et à résoudre partiellement en tout cas le paradoxe. Alors, en conclusion, hein, je ne vais peut-être pas aller trop là-dessus, hein, et le temps passe rapidement. En conclusion, eh bien, je vais reprendre finalement ce que fait Charbonneau Bonaventure, hein, où atterrir et ce que la crise a un peu du nexus, hein, puisque ce n'est pas une crise tellement du ressource en eau, mais ce que j'ai essayé de montrer, c'est que c'est une crise du nexus, c'est une crise eau, énergie et alimentation. C'est tout le nexus qui est en crise. Alors, qu'est-ce qu'elle dévoile? Alors, je vous ai mis une petite photo ici vers la baisse de l'eau. Effectivement, elle dévoile aussi ici hein, des barils qui a été mis hein, dans ces barils. Il y avait souvent des barils de ciment dans lesquels les mafiosi de Las Vegas plongeaient leurs ennemis au fond du lac. Et bien, 40 ans plus tard, actuellement, hein, c'est pour vous montrer l'ampleur hein, de la baisse du niveau, hein, où effectivement, plein de choses qui étaient cachées relèvent avec le lac. Alors, il y a plus sérieusement 3 scénarios. En gros, hein, en reprenant ce qu'avait dit Anthony Turton, après des phases de croissance, des phases de construction, des phases de tentatives d'adaptation, on est à un point ici hein, où maintenant la crise du nexus est tellement forte qu'on peut avoir 3 scénarios. Un qu'il appellerait crash and burn, un qui serait bumpy road en gros, et puis un d'adaptation. Le premier, hein, ce serait celui où on continue dans le même type de développement hein, et donc l'exploitation, hein, là vous avez l'image du campanile de Las Vegas, un développement à ce qu'on voit actuellement sur le terrain. On continue le développement de l'Ouest américain, finalement, comme s'il n'y avait pas de problème lié à la crise de l'eau, hein, donc avec ces développements. Ici, vous avez des vaches en plein désert, hein, on voit ici un développement agricole qui suit essentiellement des dynamiques foncières et économiques, mais sans prendre en compte du tout le problème de l'eau. Et finalement, avec un peu ici hein, cette image de biosphère d'eau, hein, d'écosystème ou de zones sous cloche. Hein, et donc, en fait, finalement, cette idée, hein, ce qu'on a vu chez nos acteurs en disant la technologie apportera bien nous apportera bien des solutions, par exemple les panneaux solaires pour l'énergie, etc. Donc, on peut continuer, quitte à mettre l'ensemble sous cloche hein, et
arrivera ce qui pourra. Ce qu'on a vu aussi avec nos investisseurs qu'on a pas mal interrogés, c'est que leur vision est à 20 ans. Donc, ils se disent, moi, j'ai de l'eau jusqu'à 20 ans. Donc, finalement, mon investissement il est rentabilisé sur 20 ans. Après, ce qui se passera en 2040, ça ne me concerne pas vraiment, puisque moi, j'ai réalisé, a priori, ça passera jusque-là. Donc, ça, c'est une première vue qui est assez importante dans l'Ouest américain, qui peut se finir effectivement en catastrophe, c'est-à-dire après ces 20 ans, a priori, ça pourrait encore tenir, une situation, un effondrement de tout le système. Le deuxième, ce serait plutôt un bumpy road scénario, ce qui est ici mis en place et poussé notamment par le gouvernement de l'Arizona, c'est-à-dire de mettre en place des zones de gestion, on va dire, intégrées, des zones de gestion plus intelligentes, de faire promouvoir le water banking, promouvoir les réductions d'eau, sans remettre en cause complètement le modèle qui était celui du plumbing system, mais en l'adaptant pour essayer au mieux de ne pas avoir et d'éviter toutes les catastrophes et le phénomène, les problèmes d'effondrement. Et donc, ça, c'est un peu ce que pousse, on va dire, l'État d'Arizona avec toute une série de politiques de l'eau qui permet d'arriver à une certaine mitigation des plus gros problèmes en vue. Et bon, il y aura un troisième, mais qui là, je veux dire, est extrêmement minoritaire, c'est-à-dire de changer, poussé par quelques associations, de changer complètement de mode de production, de changer complètement de mode de production et de développement également, et d'arriver à ces visions un peu idylliques de ce que pourrait être l'Ouest si on revenait à une gestion et un développement, voire même un arrêt du développement qui serait plus conforme avec la réalité hydroclimatique de la région. Voilà les trois scénarios. À vrai dire, moi, je pense plutôt qu'on sera entre le deuxième, enfin, entre le premier, c'est-à-dire le crash and burn, et peut-être un essai de mitigation. Mais ça, dans cette crise du Nexus, effectivement, pour le moment, on a du mal encore à savoir où ça va, mais l'idée, c'est de bien comprendre que c'est l'ensemble de ce Nexus eau, énergie, alimentation, et pas juste un problème lié à l'eau qui affecte actuellement les 40 millions d'habitants du bassin du Colorado. Voilà, je vous remercie pour votre attention.